les demoiselles d'Avignon. On y vient. Je fais un parallèle. Alors, il faut regarder dans plusieurs sources. Il ne faut pas regarder une seule source, hein, bien sûr. Et il faut regarder ce que racontent aussi, bien sûr, les chroniqueurs occidentaux, français. Alors, Louis IX était accompagné par Joinville, qui est un personnage bien connu du côté occidental. C'était un de ses proches collaborateurs, conseillers, qui a écrit la vie de Louis IX. Il a intitulé Vie de Saint-Louis parce qu'il a écrit après sa mort, au moment où il était canonisé, donc il a été fait saint. Donc il a écrit cette biographie du roi. Donc vous voyez, on peut aller relativement vite, hein, mais donc lui aussi insiste dans sa présentation des faits sur le fait donc qu'il s'agissait d'aller parler aux émirs pour renouveler les accords que le sultan avait eus. Hein, donc renouveler montre bien qu'il y a déjà eu des premiers pour parler dans un premier temps, et donc on a poursuivi ensuite dans une autre phase. Donc il y a bien cette idée de durée qu'on retrouvait aussi chez Ibn Wassil. Alors il en profite pour présenter les choses, évidemment, un peu pour se mettre en valeur et dire des choses que Ibn Wassil ne dit pas, puisque c'est le point de vue du vaincu, mais chacun peut donner son point de vue. Donc il insiste pour dire, il nous dit aussi que nous soyons sûrs que si le sultan avait vécu, puisqu'on est dans ce moment où les Ayyoubides ont été renversés et remplacés par les Mamelouks, hein, il aurait fait couper la tête au roi et à nous tous aussi. Donc c'est une façon peut-être de rajouter du danger, très peu de probabilité pour que quelqu'un ait voulu faire couper la tête du roi. C'est beaucoup plus avantageux d'exiger une rançon et de recevoir beaucoup d'argent et de libérer le roi ensuite. C'est plus intelligent de faire ça. Mais c'est une façon de présenter les faits à son avantage et de se mettre un peu en position de victime. Non, je continue. Alors, bon, ensuite, voilà, donc il insiste aussi pour dire qu'il y a eu des choses qui sont contraires à ce qui avait été prévu initialement, c'est ce que j'ai souligné, donc je passe un petit peu plus vite. Contraire. Là aussi, c'est pour montrer que l'ennemi ne tient pas sa parole, c'est pour se montrer dans la position de la victime, certainement, parce qu'on ne sait pas si c'est vrai. Bon, mais c'est pour montrer que c'est son point de vue et que c'est un point de vue donc subjectif, hein, qui dépend de son regard de prisonnier et de vaincu. Hein. Mais bon, le plus important, c'est ce qui arrive à la fin, et le roi devait leur jurer, bon, normalement jurer devait être souligné, ça c'est un petit peu décalé, devait leur jurer aussi qu'il leur donnerait satisfaction de 200 000 livres avant de quitter le fleuve, et de 200 000 livres à Acre. Donc voilà la rançon. Hein. Là, Joinville, évidemment, évoque cette rançon, puisque c'est le signe de l'humiliation, de la défaite, et puis il faut payer. Hein. Donc ça coûte cher, et donc lui ne le passe pas sous silence. Hein. Donc c'est une très très grosse somme pour dire les choses assez rapidement. هون بنشوف وجهة النظر الأخرى. هنيك شفنا من وجهة نظر ابن واصل بمفرغ الكروب. هون بنشوف من مرافق الملك لويس واللي هو كاتب سيرته الشخصية أيضا جوانفيل، كتب عن نفس الموضوع، نفس المعاهدات، بس من وجهة نظر الطرف الآخر. بنشوف هون اللغة تغيرت، بنشوف اللغة فيها نوعا ما يعني عم يصوروا حالهم، عم يصوروا نفسهم كضحية. وبنشوف الجزء اللي ما شفناه عند ابن واصل واللي هو بيتحدث فيه عن الفدية أو عن المبلغ اللي طلبوه المماليك من أجل إطلاق سراح الملك، واللي هو 2000 ليرة قبل أن يعبروا النهر أو قبل أن 200,000 توطي على 200,000 200,000 قبل ما يتركوا النهر، و200,000 بعد مغادرتهم أو بعد وصولهم لمدينة أكر. Voilà, alors c'est un petit exercice qui permet de voir que c'est bien d'avoir deux versions, c'est comme quand il y a un conflit entre deux personnes, d'avoir les deux versions, ça permet de compléter, il y a des éléments qu'on trouve chez l'un et pas chez l'autre, et des éclairages donc, qui se complètent, et puis évidemment il y a un point de vue d'un côté et de l'autre qui permet de faire le travail d'historien, donc de reconstituer les faits, mais en même temps d'être critique, d'être attentif à ce que dit chacun,
pour voir comment il peut déformer un petit peu les choses et les présenter plus à son avantage. هي traduit ça parce que c'est important ce qu'il dit. Vas-y. Oui, الشيء المهم كثير يعني نقول اللي عم نقوله دانيال واللي هو يعني نواة شغلهم كمؤرخين انه بالنصين بنلاقي انه في شغلات بتتكامل اللي ما بنلاقي هون بنلاقي هون واحيانا في شغلات مثلا ممكن تتناقض وهون كثير مهم انه يعني يشتغل الحس النقدي من اجل ايجاد مشان نشوف كل واحد كيف كان عم يسرد القصه من وجهه نظره ومن اجل الوصول الى سرديه حقيقيه يعني نوعا ما يعني ملائمه او منطقيه لما حدث في تلك الفتره. Alors on passe 2 diapositives parce que la suivante on n'aura pas le temps, donc la suivante est celle d'après. واللي بعدها اللي بعدها. C'est les serments, mais bon, encore après. Voilà. Alors je voudrais, sinon on sera là demain matin encore. C'est intéressant, hein, mais si vous voulez on pourrait y revenir dans la discussion. وإلا يعني نضل بكره الصبح. Alors j'aborde la deuxième logique de négociation. Il y a aussi, et tout de même, des négociations qui se développent sans conflit, donc sans affrontement, et c'est le cas, on va revenir un peu en arrière, c'est le cas de la 6e croisade, qui est donc une croisade uniquement diplomatique, sans combat, qui a assez peu fait parler d'elle parce que justement il n'y a pas de combat et ça a moins intéressé les historiens souvent. Caricature un petit peu, les historiens qui ont travaillé sur cette période connaissent cette 6e croisade, mais on a moins mis en valeur ce fait que ça se passe entièrement par les négociations. هون هي الصورة بنشوف فيها أو بتعبر عن منطق الحملة الصليبية السادسة واللي هي كانت بأغلبها يعني حملة صليبية أو الطابع العام تبعها هو إنه حملة دبلوماسية أكثر ما هي عسكرية. إذا كان المحرك الأساسي فيها أو الشيء اللي عم يصير فيها هو المفاوضات بين الطرفين. المؤرخين اهتموا اهتمام أقل بكثير فيها من الحملات الأخرى ما عنده تفسير يعني علمي كثير داميان للموضوع ولكن ما كان في اهتمام كبير كثير بتوثيق كل شيء جرى خلال الحملة الصليبية السادسة. Alors comme toujours, la question du contexte, elle est très importante. Il faut essayer de reconstituer un petit peu le contexte qui est différent. Ce ne sont pas non plus les mêmes acteurs. C'est plus le roi de France, là, c'est pas le roi de France qui intervient, c'est l'empereur. Donc, vous le présentez comme un Allemand, mais vous allez voir que c'est un peu difficile de garder cette étiquette allemande. Voilà, je vous le présente. C'est son portrait tel qu'il a pu être représenté, donc trônant avec les habits, en fait imitant un petit peu l'empereur byzantin, hein, dans un livre de chasse au faucon en particulier. Bon, donc c'est cet empereur Frédéric II de Hohenstaufen, c'est le nom de cette famille allemande, hein, qui a donc régné assez longtemps et assez jeune, d'une part. Donc on peut le présenter comme allemand puisqu'il avait autorité sur cette partie donc nord de l'Empire, hein, mais l'Empire qu'on appelle Saint-Empire germanique ou même Saint-Empire romain germanique, même si c'est pas s'étend pas directement sur Rome, mais donc Empire germanique, il s'étend donc sur une très large portion de territoire. J'en profite pour repréciser que l'Alsace, qui est représentée ici, hein, sur la carte, on voit le Rhin, hein, qui coule ici, donc l'Alsace est ici. L'Alsace fait partie de l'Empire, hein, de l'Empire germanique pendant très longtemps, jusqu'au milieu du XVIIe siècle. Hein. Donc ça ne fait pas du tout partie du Royaume de France. Hein. Par contre, on a des régions importantes de la France actuelle qui font partie de cet empire. Voilà. Et puis, surtout, cet empereur, il a la particularité d'avoir aussi été roi de Sicile, parce que ses parents lui ont apporté ce double héritage, impérial d'une part, et d'autre part, le fait d'être roi de Sicile par sa mère, hein, il était roi de Sicile, donc il régnait aussi sur l'Italie du Sud et la Sicile, où en fait il a résidé, il a habité beaucoup plus que dans l'Empire lui-même, d'autre part.
Le problème que ça pose, surtout avec cet empereur, c'est que, vous voyez, il domine un vaste ensemble territorial, sauf ici cette partie qui correspond, en bleu, ici, à la zone, au territoire que domine le pape, les papes. Et donc le pape se sent assez menacé, puisqu'il est comme encerclé par les possessions de cet empereur, et donc Frédéric II a été le grand ennemi des papes qui se sont succédés, et le conflit était très vif entre eux. Il est allé en augmentant au fur et à mesure de son règne. Je reprécise encore juste, avant si ça peut peut-être beaucoup, que cette idée du conflit entre le pape et les empereurs, c'est aussi une très vieille querelle, un conflit ancien qui ne date pas du règne seulement de Frédéric II, mais c'est un problème assez vaste, alors je ne vais pas l'aborder, mais le conflit entre les papes et les empereurs, c'est un conflit qui a des racines beaucoup plus lointaines d'autre part aussi, sans parler de ces territoires. بهي الصورة بنشوف الإمبراطور اللي كان بفترة الحروب الصليبية أو الحملة الصليبية السادسة، واللي هو الإمبراطور الألماني، أو عم نقول عنه ألماني لأنه كان بيحكم قطاع أو جزء كبير من الإمبراطورية الجرمانية بهذيك الفترة، واللي كانت الألزاس جزء منها. فينا نشوف الألزاس هون جزء من الإمبراطورية الجرمانية. هي قبل بسمارك طبعا. ايه. قبل بسمارك. هلا الامبراطور كان شاب، فحكم فتره حكمه كانت طويله، واهميه حكمه انه هو كان وارث عن والدته كمان حكم سيسيليا او صقليا بايطاليا، فهو كان حاكم ايطاليا وحاكم الامبراطوريه الجرمانيه. المشكله كانت هون هي انه المنطقه الوحيده اللي ما بيحكمها هي المنطقه البابويه او اللي بيحكمها البابا، وهذا خلق صراع بيناتهم لانه البابوات كانوا يحسوا حالهم على مدى أو يعني البابوات متعاقبين كانوا يحسوا حالهم مهددين لأنهم محاصرين من الجهتين بنفوذ الإمبراطور الألماني. Voilà, alors peut-être encore juste deux choses à préciser avant de passer à la diapositive suivante. Donc Frédéric II a passé son enfance en Sicile, où il a été élevé. Il l'a passé à Palerme, dans la ville de Palerme, où il y avait encore l'île a été dominée pendant longtemps par les musulmans. Il y avait encore une minorité musulmane à l'époque où il était enfant. Et c'est donc un des très rares souverains occidentaux à avoir appris l'arabe. Donc c'est ça qu'il faut encore souligner. Et d'autre part, en tant qu'empereur, ça lui donne une certaine autorité contestée, mais enfin une certaine autorité aussi sur les autres rois. C'est un petit peu comme le calife avec les sultans et les émirs, un petit peu. Hein. On peut faire cette comparaison. Ouais, je sens comme ça. اللي بيميز الامبراطور الالماني كمان انه هو كان عايش فتره من حياته بمدينه باليرمو الايطاليه، واللي كان فيها لسه اقليه مسلمه بعد خروج المسلمين. طبعا ضلت في اقليه مسلمه، فهو تقريبا كان الامبراطور الوحيد اللي بيحكي او اللي تعلم اللغه العربيه. وجوده بهذيك المنطقه كمان خلاه يكون خلاه يكون له سلطه اكبر، او كونه متحدر من هذيك المناطق خلى يكون له سلطه اكبر على حتى على الملوك الموجودين في تلك المناطق، على الملوك المختلفين الموجودين، كيف الخليفه والسلاطين والامراء الموجودين تحت رعايته. تماما يعني تقريبا نفس الشيء كان الامبراطور الالماني او سلطه الامبراطور الالماني. Voilà, donc on retient la division, surtout entre pape et empereur et entre Frédéric II et les autres. Voilà, diapositive suivante. Maintenant, on va regarder ce qui se passe du côté des Ayyoubides dont on déjà parlé rapidement, qui sont donc effectivement les descendants de Saladin ou Saladin, hein, qu'on voit ici sur ce petit schéma généalogique. Hein. Donc là, l'époque à laquelle on se situe, on est dans les années 1220. Donc ceux qui règnent, donc Saladin est mort depuis déjà de nombreuses années, et donc les Ayyoubides se partagent l'Égypte et la Syrie entre les frères Al-Kamil, donc qui est le principal sultan de cette dynastie à ce moment-là, et puis certains cousins, d'autre part aussi, qu'on retrouve donc en Syrie en particulier. Mais donc ces Ayyoubides, ils sont aussi divisés entre eux, en particulier Al-Kamil
est en rivalité avec son propre frère, Al-Muazzam, hein, qu'on voit ici donc, dans le schéma généalogique, en conflit de rivalité, même si Al-Kamil peut être présenté comme le principal, comme le sultan, alors que les autres donc ne sont que des émirs, pour simplifier un petit peu la situation. Mais donc il y a aussi une rivalité entre Ayyubides d'autre part. هون نشوف في شجرة المتحدرين من صلاح الدين الأيوبي طبعا موجود التاريخ اللي حكم فيه أو اللي تواجد فيه صلاح الدين. أهم أبنائه أو اللي إجوا بعده هو الكامل اللي حكم مصر وسوريا أو ودمشق. اللي الحكام الآخرين أو الأمراء الآخرين كانوا أقل نفوذا منه، ولكن بنلاحظ بهي الفترة أنه كان في صراع داخل العائلة الأيوبية أو داخل الشجرة الأيوبية، صراع نفوذ أو صراع من أي نوع، ما كان الحال بيناتهم يعني بتوافق تام. Voilà, alors cette situation de division du côté chrétien comme du côté musulman, elle va en quelque sorte provoquer, ou en tout cas favoriser, c'est comme ça qu'on peut dire les choses, un effort d'entente plus particulier entre Al-Kamil et Frédéric II. Donc j'insiste, c'est deux souverains importants, et on va voir apparaître le principal accord, l'accord le plus important, la négociation la plus importante qui a été faite durant cette période des croisades, parce que pour eux apparaît l'idée que c'est comme une logique alternative pour rompre avec cette logique de conflit qu'ils rencontrent dans leur propre camp, hein, chacun donc dans l'environnement qui est le sien, et qu'il y a une possibilité en essayant de négocier avec l'autre prince important, qu'il y a une possibilité donc de trouver une forme d'appui et en tout cas de rompre avec cette logique de conflit dans son propre secteur. إذا هي الخلافات اللي عم نشوفها